Journal de 20h, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Nous sommes mercredi 22 avril. Le Conseil des ministres s'est réuni dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Bonsoir Nyanya Aliou Traoré. Bonsoir Aoui Touré. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte, entendu une communication et procédé à des nominations. Oui, merci Aoui Touré. Bonsoir à tous. Au chapitre des mesures législatives au titre du ministère de l'économie et des finances, sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi portant réglementation des bureaux d'information sur le crédit BIC. Les bureaux d'information sur le crédit sont des institutions qui collectent auprès des organismes financiers des sources publiques et des grands facturiers comme les sociétés de fourniture d'eau, d'électricité, les sociétés de téléphonie, des informations sur les antécédents de crédit ou de paiement d'un emprunteur ou d'un client. Les informations collectées, traitées, commercialisées et éditées par le BIC avec l'accord du client sous forme de rapport de solvabilité peuvent être exploitées par les établissements financiers et les grands facturiers de manière à optimiser la gestion de leurs risques et l'octroi des crédits. La création des bureaux d'information sur le crédit participe des actions d'amélioration du climat des affaires a été recommandée à ce titre par le Haut Comité ad hoc des chefs d'État de l'UMOA sur le financement de l'économie dans les pays membres. Le présent projet de loi a été adopté pour fixer le cadre juridique de la création, de l'agrément, de l'organisation, de l'activité, de la supervision des bureaux d'information sur le crédit. Son adoption permet au Mali de faire face à ses obligations vis-à-vis de l'UMOA et aura un impact sur l'économie nationale par une amélioration du financement des agents économiques à moindre coût par le renforcement de l'efficacité de la supervision de l'activité de crédit et par le renforcement de la solidité du système financier. La création des bureaux d'information sur le crédit permettra également une meilleure accessibilité au crédit, une baisse du coût du crédit et des garanties et une amélioration de la qualité du service et de la relation avec les institutions financières. Elle aura enfin un impact sur les établissements financiers qui seront dotés d'un outil efficace d'analyse, d'évaluation et de gestion des risques, d'aide à la prise des décisions adéquates dans l'octroi des crédits. Le fonctionnement des bureaux est basé sur la règle de la réciprocité, de la confidentialité, du consentement explicite et préalable des personnes physiques et morales avant toute collecte et diffusion des informations. Au chapitre des mesures réglementaires au titre du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, sur le rapport du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret fixant la répartition de l'aide financière de l'État aux partis politiques au titre de l'année 2014. La loi du 18 août 2005 portant charte des partis politiques dispose que les partis politiques bénéficient d'une aide financière de l'État inscrite au budget d'État. En application de ces dispositions, le gouvernement a prévu au titre du financement public des partis politiques pour l'année 2014 une enveloppe financière de 2 44 47 867 francs CFA. À l'issue de l'analyse du rapport de vérification des comptes de 2014 établi par la Cour suprême, sur 58 partis politiques ayant fourni des dossiers, 47 ont été déclarés éligibles au dit financement au regard des critères définis par la loi. Le présent projet de décret a pour objet de fixer la répartition entre ces 47 partis politiques de l'aide financière de l'État d'un montant de 1 888 550 863 francs CFA. La part non affectée d'un montant de 155 497 024 francs CFA sera reversée au Trésor public conformément à la charte des partis politiques.
Au titre du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat sur le rapport du ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret fixant les modalités d'attribution et de gestion des logements sociaux. Après l'expérience de la Société d'équipement du Mali, SEMA, celle des 80 appartements de Faladje, des 300 logements de Garantigui-Bougou, des 100 logements de Sotiba, le gouvernement du Mali a entamé en 2003 la réalisation de programmes de logements sociaux en vue de faire face à la problématique de l'accès au logement décent. C'est dans ce cadre qu'entre 2003 et 2010, il a été réalisé 7469 logements sociaux sur l'ensemble du territoire et d'autres programmes sont en cours d'exécution. Ces différentes opérations ont cependant été marquées par l'absence de règles de portée générale sur le programme de logements sociaux et des règles harmonisées relatives aux commissions d'attribution et à la gestion après attribution. L'adoption du présent projet de décret va permettre l'harmonisation des procédures de création et de composition des commissions d'attribution, des critères d'éligibilité et d'attribution. Le décret fixant les modalités d'attribution et de gestion des logements sociaux précise également les modalités de suivi pendant la période contractuelle ainsi que les conditions de retrait et de réaffectation des logements en cas de non-respect des obligations par les bénéficiaires. Il permet également de prendre en charge le cas de désistement, de décès ainsi que le cas des personnes démunies. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale, secrétaire agent comptable de la mission permanente du Mali auprès de l'UNESCO, Sori Lakamine Diakité, inspecteur des finances. Au titre du ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle, de la jeunesse et de la construction citoyenne, secrétaire général Mohamed Yakouba Diallo, administrateur civil, chef de cabinet Mamadou Tembeli, médecin. Conseiller technique, Madame Yagale Marie Togo, professeure principale d'enseignement secondaire. Madame Ki Anita Paré, professeure principale d'enseignement secondaire. Baba Samba Mahaman, administrateur civil. Soumana Satao, administrateur du travail et de la sécurité sociale. Seydou Diabaté, professeur de l'enseignement supérieur. Mohamed El Mokhtar Mahamar, professeur titulaire d'enseignement secondaire. Madame Diko Marie-Elisabeth Dambélé, inspecteur des services économiques. Au chapitre des communications écrites, au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale, le Conseil des ministres a adopté une communication écrite relative au rapport périodique 2001-2011 du Mali à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples relatif à la mise en œuvre de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Adopté le 27 juin 1981 à Nairobi au Kenya par la 18e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OEA et entrée en vigueur le 21 octobre 1986, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples a été ratifiée par le Mali par l'ordonnance numéro 81-36 PRM du 29 octobre 1981. Conformément à l'article 62 de la Charte, le Mali a présenté son rapport initial lors de la 26e session ordinaire de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples tenue à Kigali en novembre 1999. Tout en appréciant les efforts fournis, la Commission a formulé à retour des recommandations invitant les autorités maliennes à adopter les mesures appropriées pour une meilleure application de la Charte. Le présent rapport consolidé qui couvre la période 2001-2011 fait le point des évolutions enregistrées ces dernières années dans le cadre des droits de l'homme, en même temps qu'il répond aux recommandations
nom de la Commission. Voilà, Aoui Touré, ce qu'on pouvait retenir de ce Conseil des ministres d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne suite de journal. Merci Nyanya, mais vous allez rester avec nous pour suivre le reste de ce journal et nous allons rester à Koulouba pour dire que le président de la République a reçu en audience cet après-midi 2 représentants d'institutions. Il s'agit du consultant de la Banque africaine de développement BAD et le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies au Mali. Ici, avec le premier, il a été question de l'approche de développement de la BAD. Avec le second, la paix et la sécurité dans le Sahel ont dominé les débats. Ces audiences ont été suivies par Mamrou Sidibé. Tertius Zongo, ancien ministre de l'économie et des finances, ancien premier ministre du Burkina Faso, aujourd'hui consultant à la Banque africaine de développement, a été le premier reçu en audience par le président de la République. Le consultant de haut niveau chargé des questions de fragilité à la BAD a échangé avec le président sur les approches du développement de l'institution financière. Et je suis venu voir le président pour prendre des conseils auprès de lui, parce qu'il s'agit pour notre banque, qui est une banque des pays africains, de voir comment nous pouvons avoir des approches qui permettent à nos gouvernements, dans leur approche du développement, de prendre un certain nombre de questions qui jusque-là n'ont pas été vraiment par les parties classiques au développement. Et comme je l'ai dit, le développement, toutes les caisses, tous les problèmes dans les pays, la solution est d'abord politique. Il faut une volonté politique. Par conséquent, je suis venu pour écouter le chef de l'État, voir un peu les préoccupations qu'il avait, mais aussi saluer sa sagesse, la manière dont il a conduit le processus jusqu'à présent, dans beaucoup de patience, avec beaucoup de hauteur, essayer de faire en sorte que tous les acteurs soient pris en compte, parce que nous évoluons dans une société où l'exclusion est aussi un facteur de fragilité. Donc, c'est vraiment prendre ses conseils et encourager tous les Maliens à aller de l'avant et leur dire que leur banque sera de leur côté pour les accompagner dans ce processus. Juste après, Ibrahim Boubacar Keïta a reçu le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies au Mali. Avec Mongui Andi, il a été question de la signature de l'accord de paix. La raison de ma visite, c'est d'assurer, Monsieur le Président, de notre soutien total pour les efforts qu'il est en train d'entreprendre pour aller à l'avant et signer cet accord de paix et de réconciliation au Mali. J'ai assuré, Monsieur le Président, du soutien de la communauté internationale, toute la communauté internationale qui est derrière la paix au Mali, la stabilité au Mali. Et je lui dis que nous gardons l'espoir et la conviction que le processus d'Alger sera couronné par la signature le 15 mai de l'accord, Inch'Allah, par la plupart de toutes les parties prenantes maliennes, parce qu'il n'y a pas d'autre choix que de s'inscrire dans la logique de paix, que de s'inscrire dans la logique de cet accord et aller à l'avant. De toute façon, cet accord, ce n'est que le début du processus de paix, un processus de paix que tout le monde attend, la réalisation d'une paix durable, juste, crédible et inclusif dans tout le territoire malien. Tous ces visiteurs ont salué le rôle joué par le chef de l'État dans la recherche de la paix au Mali et dans la zone sahélo-saharienne. Oui, Mamourou Sidibé, le processus de paix, il en sera question demain dans la salle de conférence de la primature avec ce communiqué du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation qui convie les présidents de partis politiques, les représentants des organisations de la société civile à une rencontre d'information et d'échange sur l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus de paix d'Alger. Donc demain, jeudi 23 avril 2015 à partir de 10h. Encore une fois, ça sera dans la salle de conférence de la primature et sous la présidence du Premier ministre, chef du gouvernement. La situation alimentaire du Mali, le sujet sera au centre de la 12e session du Conseil national de sécurité alimentaire qui se tiendra demain jeudi à 8h au Centre international de conférence de Bamako sous la présidence du Premier ministre, chef du gouvernement. Participeront au débat des membres du gouvernement, de la société civile, des partenaires techniques et financiers du Mali.
Poursuite de la visite du ministre de l'économie numérique, de l'information et de la communication. Hier, après l'ORTM, Choguel Kokala-Maïga s'est rendu à l'agence malienne de presse et de publicité, une agence qui cherche à aller vers le numérique, le matériel de travail étant vieillissant, surtout l'imprimerie qui date de plus de 30 années. Le ministre Choguel Kokala-Maïga a échangé avec le personnel sur les conditions de travail et l'autre constat, la MAP peine à recouvrer ses créances au niveau de l'État. Sira Bachili a suivi cette visite du ministre. Le ministre de l'économie numérique, de l'information et de la communication à la rencontre des travailleurs de l'agence malienne de presse et de publicité pour un face-à-face sans détour. Choguel Kokala-Maïga a d'abord visité les locaux de l'agence. Première étape, l'imprimerie. Ici, nous sommes encore dans les années 80, une vieille offre de l'Eberca sur l'impression des 10 000 exemplaires du quotidien national de l'Essor par jour. Les années passent, la qualité de l'impression laisse à désirer. Dans les jours à venir, on va continuer à nous débrouiller avec ça, mais je crois que c'est une question tout juste de quelques mois. Déjà, le gars qui a eu le marché de l'argentif, il doit déjà aller à la fin de la semaine chercher la machine qu'il faut pour la MAP. Ce n'est qu'une question de semaine, même de mois. Parmi les priorités également se trouve l'achat du papier journal. Il fut un moment où c'était le gouvernement qui prenait ça en charge. Maintenant, c'est à nous maintenant de trouver les moyens de nous fournir ce papier-là qui nous fait au moins 160 millions par an. Ce sont des problèmes qui sont en train vraiment de gréver notre travail ici. La salle d'archivage, elle répond aux nouvelles technologies. La Supracom fait de l'archivage numérique. Ici, vous pouvez lire les numéros de l'Essor datant de 1960 à nos jours. Et c'est cette salle qui alimente également le site web du journal. La MAP a un cruel besoin d'investissement. Tout ce qu'il y a ici date de plusieurs années. Vous avez l'imprimerie qui date des années 80, plus de 30 ans. Vous avez les véhicules de reportage qui sont tous de plus de 15-20 ans. Et vous avez le personnel qui court derrière un accord d'établissement, semble-t-il, qui prend du temps à se réaliser. Courant 2015, nous allons trouver une solution à l'imprimerie de la MAP parce que un média important comme celui-là pour l'État, il n'est pas acceptable qu'il ait une imprimerie aussi vieille parce qu'il n'y a pas d'investissement au point d'être obligé souvent de recourir à des imprimeries privées. Parce qu'il n'y a pas eu d'investissement, parce que la question n'a pas été prise à bras le corps. Et donc cette année, nous allons trouver une solution. Nous avons convenu avec la direction et le personnel tout de suite que les dernières négociations vont se faire d'ici la fin du mois et que dans la première semaine du mois de mai, nous convoquerons un conseil extraordinaire à l'effet d'adopter définitivement l'accord d'établissement. L'agence dispose d'un desk central qui collecte les nouvelles au niveau national et international à travers d'autres agences internationales comme la PANAPRESS et l'AFP. Les informations de l'AFP coûtent 6 millions de francs CFA par trimestre à la MAP. Le service publicité visité par le ministre travaille avec l'ORTM. Il élabore des plans de communication pour les institutions spécialisées et confectionne des panneaux publicitaires. Ce service fait face aujourd'hui à une concurrence déloyale. Aussi, la MAP a du mal à recouvrer ses créances au niveau des départements ministériels. C'est des arriérés qui se sont accumulés, c'est plusieurs dizaines de millions, sinon même centaines. Là, j'ai demandé de me faire le point ministère par ministère et puis je vais approcher mes homologues pour voir comment éponger ces créances-là au fur et à mesure, de manière à mettre la MAP aussi dans une situation de confort. Et je leur ai demandé de regarder d'un peu plus près la problématique de la publicité pour qu'ils regardent à l'interne s'il n'y a pas une possibilité de mobiliser des ressources complémentaires, notamment en jouant sur les tarifs de publicité et d'autres leviers qu'ils ont pour générer des ressources qui leur permettent peut-être de résoudre certains problèmes à l'interne sans avoir besoin de faire recourir à l'État. Le ministre de la Communication a pu apprécier le travail au quotidien de la section photo de l'agence qui loge la salle de traitement et celle d'archivage. L'agence malienne de presse et de publicité emploie de nos jours 147 agents, dont 99 contractuels, en plus des collaborateurs extérieurs. Ces travailleurs souhaitent que les salaires soient revus à la hausse.
Le Fonds des Nations Unies pour la population vient de doter le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de 7 véhicules d'une valeur de 120 millions de francs CFA. Le but de cette action, c'est de pouvoir renforcer le système de santé, nous dit Aïssata Saliou Meiga. Plus de 120 millions de francs CFA, c'est la valeur du don que le Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, vient d'offrir au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Ce don est composé de 7 véhicules, dont 3 ambulances médicalisées. Ces véhicules qui viennent d'être remis au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique renforceront le système de santé et soutiendront nos autorités dans la riposte contre la maladie à virus Ebola. Aujourd'hui, nous venons pour remettre symboliquement au secrétaire général du ministère des ambulances pour les régions du Nord, à savoir Tombouctou et Gao, mais aussi pour Kenyeba, et en même temps d'autres véhicules pour la Direction nationale de la santé. À côté de cela aussi, nous n'avons pas oublié la lutte contre Ebola, et dans ce sens, même si actuellement la cause est entendue, je crois que la victoire est gagnée, mais enfin, il faut quand même rester vigilant. Par cette donation, le gouvernement du Mali, à travers le ministère de la Santé, dispose d'équipements qui permettront le renforcement de notre système sanitaire, notamment au niveau des zones les plus reculées et les zones qui en ont le plus besoin. Ces équipements permettront sans nul doute aux agents de la santé d'être plus opérationnels sur les terrains. Poursuite de la visite de travail de la sous-secrétaire d'État adjointe aux affaires africaines des États-Unis dans notre pays, Madame Biza Williams a animé un point de presse, c'était hier à l'ambassade américaine de Bamako, et Madame Williams a confié à la presse qu'elle n'a aucun doute sur la signature par l'ensemble des parties de l'accord de paix d'Alger. Elle a réitéré l'engagement des États-Unis d'Amérique à accompagner le Mali dans le processus vers la paix, passage obligé pour un développement harmonieux de notre pays. Notre reporter Makamfine Konaté nous fait le point. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que la diplomate américaine s'est présentée à la presse avec sous la main l'accord d'Alger traduit dans les langues nationales et édité par son ambassade au Mali, comme pour convaincre les plus incrédules qu'il n'y a plus de retour possible en arrière. Signeront-ils ou ne signeront-ils pas? Sur la question, la diplomate américaine est sans appel. Je suis sûre que tout le monde veut la paix au Mali. Et ils reconnaissent qu'ils sont tous dans ce territoire, ils sont tous quelque chose à créer ensemble. Et moi, je n'ai aucun doute qu'ils vont signer. Ils vont signer. Même si tout le monde se reconnaît dans l'entité Mali, il faut du temps aux partis pour se faire confiance. Sinon, il n'existe aucune autre alternative à la paix. Il y a beaucoup de monde qui a souffert au Mali. Il faut admettre cela. De beaucoup de côtés. Je ne peux pas même dire de côté. Le Mali souffre maintenant. Et tout le monde le sent. Tout le monde le sent. Mais il n'y avait pas un rejet. Il n'y avait pas un rejet de l'accord. Ils n'ont jamais dit nous rejetons cet accord. Et tant qu'ils ne le disent pas, je ne crois pas qu'ils le rejettent. Il n'y a pas d'autre option. Et eux-mêmes, ils le disent. On n'a pas une autre option que trouver la paix. Madame Biza Williams a insisté sur le rôle éminemment important de la presse dans la construction de la paix. Elle a par ailleurs invité les médias à tout mettre en œuvre pour s'aimer les germes de la paix et de la cohésion sociale au Mali. Le secteur de l'éducation et de la formation professionnelle tient depuis ce matin sa revue conjointe 2015. L'objectif est de préparer le nouveau programme décennal de développement de l'éducation. Toutes les régions sont représentées à cette rencontre avec les partenaires techniques et financiers. Une rencontre qui va s'étaler sur 3 jours. Isiaka Median Nyambele est le directeur général de la cellule de planification statistique du secteur de l'éducation. Il est au micro de Salima Tandao. Une revue, c'est une évaluation, c'est pour voir les progrès, c'est pour voir les difficultés qu'on rencontre, faire des propositions pour mieux avancer.
La présente revue que nous sommes en train d'organiser se situe à une phase où le pays est en période de stabilisation progressive. Et les départements en charge de l'éducation et de la formation professionnelle sont engagés dans la préparation d'un nouveau programme décennal. On termine une phase, on prépare un nouveau programme, donc on se devait de nous retrouver dans une approche holistique en regroupant les 3 départements pour faire la revue, voir les conditions de préparation du nouveau programme décennal qui va commencer très probablement en 2007. Les partenaires techniques et financiers du secteur de l'éducation et de la formation professionnelle sont là. Nous avons les partenaires sociaux. Les partenaires sociaux, c'est les syndicats d'enseignants, c'est les associations, n'est-ce pas? Nous avons les partenaires de l'école. Nous avons les organisations de la société civile, n'est-ce pas? Nous avons le secteur privé. Tout ceci participe à l'organisation de la présente revue. Chaque directeur d'académie, ils sont 18, a amené un directeur de centre d'animation pédagogique du chef-lieu de l'académie. Toutes les régions sont représentées. Et l'ouverture officielle des travaux est prévue pour demain en présence des ministres de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de l'emploi, et ce sera au Centre international de conférence de Bamako. Oumar Kouma du Sénégal est le nouveau président en exercice du programme régional de protection intégrée du cotonnier en Afrique. Il a été élu lors de la 8e réunion bilan du programme. La rencontre qui a pris fin cet après-midi a été sanctionnée par plusieurs recommandations. Celles-ci vont de la régionalisation des plans des femmes à la mise en place d'un laboratoire régional agronomique et technologique, la donation des institutions de recherche d'équipements de laboratoire. Fademba Keita était présent. Des innovations dans les programmes de traitement phytosanitaire et la réactualisation des nouvelles formules d'engrais enrichis en magnésium et en calcium sont les quelques recommandations formulées parmi tant d'autres par les participants à cette 8e réunion bilan du programme régional de protection intégrée du cotonnier en Afrique. Ça a permis de discuter entre les chercheurs et les sociétés cotonnières et surtout entre les firmes agropharmaceutiques. Parce que non seulement aujourd'hui nous avons un défi de relever le problème de productivité du coton, donc en plus du sol, mais aussi il y a des variétés et le contrôle des parasites. Le nouveau président du comité de pilotage se réjouit de la confiance placée en son pays pour conduire la destinée du programme. Pour l'avenir, par rapport au PERPICA, déjà les jalons sont lancés depuis 2014 à Dakar. En première position, on essaie de gérer la résistance de l'hélicoverpa. Aujourd'hui, le PERPICA s'occupe de la fertilité des sols, les problèmes agronomiques. Le PERPICA s'ouvre dans la sélection variétale. Nous comptons continuer pour mieux consolider ces acquis. Les cotonculteurs de la sous-région des 6 pays membres apprécient les thèmes débattus, mais estiment que d'autres défis sont à relever. Quand on parle de production de coton, de productivité, c'est aussi pour que le producteur puisse tirer profit de tout ça. Et pour certaines présentations, notamment quand on parle de l'utilisation des pesticides, il va falloir que les chercheurs mettent l'accent sur la protection individuelle du producteur à travers les études d'impact environnemental. La prochaine réunion bilan du programme régional de protection intégrée du cotonnier en Afrique est prévue en 2016 à Ouagadougou, au Burkina Faso. Mais avant, les membres du comité de pilotage se retrouveront à Abidjan, en Côte d'Ivoire. 2 membres du gouvernement, l'ambassadeur de la France au Mali, les responsables de la force Barkhane, de l'amunissement et des FAMA, des forces armées maliennes, ainsi que les parents des victimes du crash du vol AH-5017, on se rappelle de la compagnie d'Air Algérie, ont rendu un hommage aux 118 disparus. C'était hier mardi, au lieu du crash situé à 100 kilomètres de Bossi, dans la région de Tombouctou. Daouda Zoumana Traoré a suivi pour nous. Cette cérémonie de recueillement en hommage aux 118 victimes du crash de l'avion de la compagnie d'Air Algérie est intervenue 9 mois après l'accident, le 24 juillet 2014 pour être précis. Pour la circonstance, plus d'une centaine de personnes, dont des Burkinabés, des Français, des Belges, des Allemands et des Britanniques, ont prié pour le repos éternel des disparus. Le colonel Touron de la gendarmerie française a donné des explications techniques sur les causes de ce drame, suivi d'une minute de silence à la mémoire des disparus auprès d'une stèle. Je prends la parole ici pour présenter encore une fois les condoléances de son Excellence,
Monsieur le Président de la République, du gouvernement du Mali et de l'ensemble du peuple malien, à tous ceux qui ont perdu des êtres chers dans le tragique accident survenu il y a de cela 9 mois. Nous nous associons à cette cérémonie de recueillement et de prière et demandons au Tout-Puissant d'accueillir au sein de son paradis les âmes de nos proches disparus. L'identification a été faite grâce à la collaboration avec la partie française et ça s'est très bien déroulé. Je dois encore une fois saluer cette collaboration internationale, la présence même endeuillée des familles qui ont toujours fait confiance aux équipes d'enquête. Les autorités françaises se réjouissent du bon aboutissement de l'enquête grâce à l'engagement de tous les acteurs. Aujourd'hui, c'est une journée de recueillement pour les familles des victimes du crash qui vont venir en 3 rotations successives sur le site du crash et c'est leur permettre de se recueillir à la mémoire de leurs disparus et quelque part de les aider à faire ce deuil. Un moment d'émotion. Nous sommes venus, ne serait-ce que si elle est là dans les parages, qu'elle sache en quelque sorte que nous sommes venus pour prier en sa mémoire. Je suis comme toutes les mères qui perdent un fils. C'est juste l'envers de la vie, comme elle devrait se passer. Mais pour nous, c'était important, là je parle plutôt pour l'association des familles de victimes, pour nous c'était important de pouvoir venir se recueillir sur place. Plusieurs autres personnalités maliennes, dont le secrétaire général du ministère de la Défense et des anciens combattants et le directeur de cabinet du gouverneur de la région de Gao, ont pris part à cette journée de recueillement. Près de 70 millions de francs CFA, c'est le coût du projet pour la relance économique de gouvernance locale dans la région de Tombouctou, financé par le gouvernement britannique à travers Living Earth Foundation et exécuté par l'association malienne pour la survie au Sahel. Le programme vient de mettre à la disposition de 25 associations et coopératives des fonds pour la relance de leurs activités. Yeya Tandina depuis Tombouctou. Par cette remise, l'Association malienne pour la survie au Sahel et son partenaire financier britannique, l'EF Living Earth Foundation, développent ainsi une approche de relance économique dans la région de Tombouctou à travers la mise en œuvre des micro-projets. 25 associations et coopératives ont bénéficié des fonds pour la relance de leurs activités. Ce projet a pour objectif principal de contribuer à la stabilisation et à la reconstruction d'une paix durable qui favorisera le développement des zones d'intervention. Les résultats atteints par le projet au cours des 4 mois de mise en œuvre se focalisent principalement sur la formation des leaders communautaires, la tenue des rencontres villageoises, la tenue des rencontres communales pour la validation des micro-projets. Près de 70 millions de francs CFA, c'est l'enveloppe totale destinée à la mise en œuvre de ce vaste programme qui couvre les 5 cercles de la région de Tombouctou et s'étend sur une durée de 6 mois. Pour les bénéficiaires, cet exemple de la MSS et ses partenaires doit être suivi. Au nom de mes collègues maires, toute notre gratitude adressée aux partenaires de la MSS, aux partenaires financiers qui ont permis de relancer les activités économiques au niveau de nos entités de base, villages, fractions, quartiers. Nous remercions infiniment le MSS et ses partenaires qui nous offrent une chance pour redémarrer nos activités. Nous saluons également le gouvernement malien pour ses efforts consentis. Les différents bénéficiaires ont été sélectionnés dans les communes de Lafia, Alafia, Brominali, Douikiré, Doukouria et Tombouctou. En 5e région, plus de 271 millions de francs CFA, c'est le montant global alloué au paiement des indemnités des associations de santé communautaire de la région. La signature de convention a eu lieu à Mopti entre les différentes parties et elle est une contribution du Fonds mondial et du PSI Mali dans le cadre de la mise en œuvre des activités de l'association de santé communautaire de la mairie de Mopti et des districts sanitaires. Aminata Touré depuis Mopti.
Cette signature de convention concerne exclusivement la prise en charge du paiement d'une indemnité mensuelle pour les agents de santé communautaires, y compris celui des arriérés à compter du 1er mai 2014 pour la région de Mopti. Pour la région de Mopti, 339 agents de santé communautaire sont concernés par le paiement de ces indemnités. Le montant global alloué à cette activité est estimé à 271 200 000 francs CFA pour la région de Mopti. C'est vraiment une avancée ce matin. S'il y a un partenaire, le PECI, qui a bien voulu nous accompagner, essayer de résoudre le problème, et au niveau des collectivités et au niveau de l'État. La prise en charge de cette indemnité payée aux associations de santé communautaire est une contribution du Fonds mondial et PECI Mali, et cela dans le cadre de la mise en œuvre des activités des associations de santé communautaire, des mairies et des districts sanitaires. J'invite donc les municipalités, les ASAPO, et tous les acteurs de la santé à initier un mécanisme régional de pérennisation de la stratégie des soins essentiels dans notre région. Les signatures de convention entre le PECI Mali, la Direction régionale de la santé, les districts sanitaires et les mairies des communes rurales et urbaines ont mis fin à la cérémonie. En deuxième région, le comité de suivi du contrat plan État au PIB producteur vient de tenir sa session ordinaire. Au cours de cette rencontre, le bilan de l'exécution du contrat plan 2012-2014 a été présenté après celui de la campagne 2014-2015. Dit Daouda Kone. Au cours de cette session ordinaire, les membres du comité de suivi du contrat plan État au PIB producteur 2012-2014 ont examiné le document du compte rendu de la réunion du comité tenue le 3 avril 2014 et le bilan de l'exécution du contrat plan État au PIB producteur pour la période 2012-2014. Après la présentation des documents, les membres ont fait des recommandations pertinentes qui aideront la direction de l'Office du périmètre irrigué de Baguineda au PIB à améliorer ses performances techniques et à lutter efficacement contre la pauvreté dans sa zone d'intervention. Ce contre-plan n'a pas pu résoudre tout, bien qu'il ait été bien exécuté. Alors, par rapport à notre appréciation. Déjà, comme indicateur, si vous regardez, l'intensification est passée de 1,53 en 2012-2013 à 1,61 en 2013-2014 à 1,69 en 2000, comme vous le dites, en 2014-2015. Alors l'État et le PIB et même les producteurs, nous devons tous faire un effort par rapport au contre-plan qui arrive. La campagne agricole 2014-2015 constitue la dernière année d'exécution du contrat plan État au PIB producteur 2012-2014 qui a été signé le 17 février 2012 dans des conditions marquées par la crise socio-économique et sécuritaire. Le contrat plan 2015-2017 démarrera dans un contexte marqué par un espoir de paix pour le peuple malien. Nous vous l'avions dit hier, une délégation conduite par les ministres des Maliens de l'extérieur, Dr Abdrahman Silla, et le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, Draman Dambélé, s'est rendu en Pologne. L'objectif de cette mission était de rencontrer les autorités polonaises en vue de la préparation, de l'élaboration des projets polono-maliens et de la prise de contact avec les Maliens de Pologne. La première étape était la rencontre du ministre des Maliens, qu'on voit d'ailleurs sur ces images, du ministre malien de l'extérieur, Dr Abdrahman Silla, avec la diaspora malienne de Pologne. Au cours de cette rencontre, le ministre Silla a échangé avec nos compatriotes vivant en Pologne sur l'ensemble des sujets d'actualité qui sont entre autres le renforcement des relations entre le Mali et la Pologne, la sortie de notre pays de cette crise qu'elle traverse, le paraphe de l'accord d'Alger, la vision du président de la République en faveur des Maliens de l'extérieur. Et au cours de cette visite, nos deux ministres ont été reçus par le ministre de l'économie de la Pologne. Et les échanges ont porté sur la redynamisation de la coopération entre nos deux
pays. Cet important communiqué du ministre des Affaires religieuses et du culte sur la base de la délibération de la Commission nationale d'observation de la lune chargée de la fixation des dates officielles des fêtes musulmanes et du début du mois de Ramadan, le ministre Tcherno Amadou Oumar As Diallo informe la communauté musulmane du Mali que le croissant lunaire Rajab ou Rajaba Kalo a été aperçu à Koutchala le dimanche dernier, dimanche 19 avril, par messieurs Adama Bamba et Ibrahima Kala de la mosquée Dar Salam 3. En conséquence, le mois lunaire Rajab ou Rajaba Kalo a débuté au Mali le lundi 20 avril 2015 sur toute l'étendue du territoire national. Et vendredi prochain, ça sera le premier vendredi du mois de Rajab, qu'on appelle communément Rajab Kalo. Le ministre des Sports, à travers toutes les disciplines sportives, entend unir tous les fils du pays. C'est à cette fin qu'il organise demain jeudi 23 avril une journée de soutien à la cohésion sociale nationale. Et pour la réussite de l'événement, la commission d'organisation et le comité olympique sportif nous ont expliqué les raisons et comment seront menées ces activités. Écoutons respectivement Boubacar Traoré, qui est le président de la commission d'organisation de la journée, et Souleymane Diarra, président de la commission mobilisation. Ils sont au micro de notre reporter Fademba Keita. Aujourd'hui, notre pays traverse une zone de turbulence caractérisée par une insécurité sans précédent, le terrorisme et la criminalité transnationale organisée, les crises périodiques dans les régions du Nord. Toutes choses qui ont des conséquences néfastes à tout projet de développement socio-économique. Des conflits existent également au sein du mouvement sportif. Cette situation nous interpelle car nous sommes les acteurs du développement du sport qui enseignent les vertus de solidarité, de paix et de cohésion sociale. C'est pourquoi les actions citoyennes, qu'elles soient du gouvernement ou de la société civile, doivent tendre vers la recherche de la cohésion sociale qui elle-même ne saurait être atteinte sans une véritable réconciliation, sans une paix durable, valeur qui se retrouve dans le sport. Au cours de la réunion, nous avons eu à cibler exactement le nombre de participants par rapport à ces fédérations pour être sûr d'être au rendez-vous du 23. C'est ainsi que nous avons fait en sorte que les 30 fédérations se répartissent pour en tout cas meubler les 6000 places que nous voulons en tout cas avoir dans le palais des sports. Nous avons associé les académies de la rive droite et de la rive gauche pour la mobilisation de certains partenaires à ce niveau. Au niveau des fédérations, nous avons fait en sorte qu'il y ait à peu près 2000 à 3000 pratiquants et nous avons ciblé effectivement les différentes fédérations qui peuvent mobiliser un tel nombre afin que vraiment le message qu'on va délivrer ce jour se fasse en présence de tous les acteurs qui sont sur le terrain au plan sportif. Convaincu que le sport constitue un véritable facteur de rapprochement et de rassemblement des peuples, le ministre invite tous les acteurs du mouvement sportif national à sortir massivement demain jeudi 23 avril pour soutenir les actions du gouvernement en faveur de la paix et de la cohésion nationale. Tous donc au Palais des Sports, Cisa Amdalay ACI 2000 à partir de 15h. Plus de 247 000 électeurs seront appelés aux urnes le 31 mai prochain pour élire un député en commune 5 du district de Bamako. Le gouverneur du district a rencontré ce matin les élus locaux ainsi que les mandataires des partis politiques et candidats indépendants en lice pour ce scrutin. Il s'agissait de faire le point des préparatifs de ces élections à venir, qui a déjà enregistré au total 17 candidatures. Pour le gouverneur du district, son nom Adi Traoré, son administration s'attelle à réussir la bonne organisation de cette échéance. Il est au micro de Nouhoum Sissoko. Nous connaissons aujourd'hui l'électorat qui est appelé à les départager. Et il s'agit de 247 045 électeurs.
Donc, sur ces 247 045 électeurs, nous avons 16 000 qui sont nouveaux, c'est-à-dire qui sont issus de la révision exceptionnelle que nous venons de terminer. Tout le monde, effectivement, n'a pas sa carte. Ça, c'est un autre problème. Le maillage en termes de découpage en bureau de vote va connaître certainement une certaine légère évolution, puisque 16 000 électeurs, si vous divisez ça par 500 par bureau de vote, on va se retrouver avec 32 bureaux qu'il faut ajouter aux 482 qu'on avait, et on serait à 514 bureaux de vote. À la date de clôture, ça veut dire au 16 avril à minuit, on a enregistré 17 candidatures pour aller à cette compétition. 17 candidatures, dont 12 sont portées par des partis politiques et 5 par des indépendants. Nous avons un stock ancien pour ce qui concerne la commune de 15 072 cartes non enlevées. Et si on ajoute les 16 000 qui doivent être éditées et personnalisées, on va se retrouver avec quelques 31 072 cartes à distribuer. La semaine prochaine, Inch'Allah, tous les électeurs qui ont leur récépissé, qui savent qu'ils ont leur carte mais n'ont pas pu entrer en possession, seront appelés à venir chercher leur carte. Nous allons essayer de travailler, communiquer suffisamment pour inviter les gens à venir chercher les cartes. En attendant que les 16 000 autres ne viennent, on commencera avec le stock ancien qui est déjà là. Encore le gouverneur du district de Bamako qui convie à une importante réunion qui se tiendra demain jeudi 23 avril à partir de 9h précises dans les locaux du gouvernorat. L'ensemble des leaders des organisations de la société civile, des directeurs et chefs de services techniques du district de Bamako. Ordre du jour, information sur les préparatifs de l'élection législative partielle en commune 5 et des questions diverses. Dans le cadre de l'élection législative partielle dans la circonscription électorale de la commune 5 du district de Bamako, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation invite les partis politiques et les candidats indépendants à communiquer les noms de leurs mandataires titulaires et suppléants à la direction générale de l'administration du territoire. Tenue de la deuxième réunion du comité du projet de développement des compétences et emplois des jeunes PROCEJ ce matin à Bamako, cette réunion est organisée par l'Agence pour la promotion de l'emploi jeune APEJ et les sujets à l'ordre du jour sont entre autres le plan annuel de travail, le rapport d'activité, les outils techniques de gestion et le budget du volet de projet sont confiés à l'APEJ. Commentaire signé Rachel Tessougué. Le projet de développement des compétences et emplois jeunes PROCEJ, dont le coût total s'élève à plus de 32 milliards de francs CFA, s'étendra sur 5 ans. Ce projet vise à renforcer les compétences pour l'employabilité et les opportunités d'emploi pour les jeunes dans 3 secteurs prioritaires, à savoir l'agroalimentaire, les BTP et les mines, ainsi que des services auxiliaires. C'est un projet qui essaie d'apporter une réponse à la problématique de l'emploi des jeunes sur 2 axes principaux. Le premier axe, le projet va apporter un renforcement du dispositif de formation professionnelle pour permettre aux jeunes maliens d'acquérir plus de compétences, plus de qualifications professionnelles en vue de s'insérer sur le marché du travail. Le deuxième axe, c'est la promotion de l'entrepreneuriat jeune. Et la sous-composante gérée par l'APEJ s'inscrit dans cette deuxième composante. L'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes APEJ joue un rôle important dans la mise en œuvre de ce projet. Elle prévoit, entre autres, la tenue prochaine de plusieurs ateliers de formation. La présente réunion statuera sur les critères de sélection des jeunes bénéficiaires du volet confié à l'APEJ, ainsi que sur le mécanisme de suivi à mettre en place pour la pérennisation des micro, petites et moyennes entreprises qui seront créées au bout du processus. Ces 2 documents conditionnent en partie la réussite de la mission confiée à l'APEJ dans le cadre de cet important projet. Le PROCEJ est le fruit d'un partenariat entre le gouvernement du Mali et l'Association internationale de développement, groupe de la Banque mondiale.
Page noire de ce journal, le Mali en deuil, une des femmes battantes nous a quittés. Elle se nomme Madame Togo Fanta Karambe, double médaillée chevalier de l'ordre national et officier de l'ordre national. L'ancienne dirigeante des femmes en commune 1 nous a quittés à l'âge de 90 ans. Elle repose désormais au cimetière de Djelibougou. Adama Koulibaly a suivi. La défunte qui reçoit ici les honneurs de la chancellerie nationale s'appelle Madame Toko Fanta Karambe. Elle est née en 1925 à Badjangara. Une dame qui n'est jamais allée à l'école du Blanc, mais qui a pu marquer des générations durant ses 90 ans de vie. Madame Togo était une référence, une conseillère pour ceux qui l'ont approchée. Dévouée pour la cause publique, Fanta Karambe était écoutée en commune 1 du district de Bamako. Elle a été une bonne mère de famille, une bonne sœur, une conseillère. C'était une égérie de la société de Boulkasobougou, de Sotuba, de Djelibougou, de la commune 1. Et pour tout dire, elle était également, du point de vue social, estimée depuis Bamako jusqu'à Banyagara. Fanta Karambe avait un sens élevé du devoir bien accompli. Ses compétences et qualités reconnues en elle par les plus hautes autorités du pays lui ont valu d'être citée en exemple parmi les plus méritants fils de la nation et d'être élevé au grade de chevalier de l'ordre national du Mali le 18 septembre 1989 et officier de l'ordre national le 19 décembre 2005. Fanta Karambe laisse derrière elle 10 enfants. Madame Togo repose au cimetière de Djelibougou. Dors en paix, Maman Fanta, ainsi va la vie, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'accueille au sein de son paradis. À suivre après ce journal, le premier numéro de votre nouvelle émission Libre Expression. Premier numéro, Ibrahima Djombele a choisi de le consacrer au secteur des mines, secteur qu'il maîtrise très bien. Libre Expression est donc une présentation de Ibrahima Djombele. Et avant de boucler définitivement ce journal, de vous rappeler que le mois Rajab Kalo a débuté dans notre pays. C'était lundi dernier et vendredi prochain est le premier vendredi du mois donc de Rajab. Le jeûne est fortement recommandé. Qu'Allah accepte toutes nos prières. Merci d'avoir suivi ce journal. Demain, l'information reprendra ses droits, Kadia Toukouni, et je me ferai le plaisir d'être là pour les éditions de la soirée. Excellente nuit à tous. Au revoir.